So, ladies and gentlemen, dear guests, I would like Mesdames et messieurs, chers invités, j'aimerais souhaiter les bienvenus nos participants en ligne et en présence. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Edina Todt, je suis une eurodéputée hongroise et je suis très contente de pouvoir ouvrir cette conférence organisée par le ministère de la Justice et de l'Institut de Ferenc Mader. Le titre de notre conférence est le dialogue sur l'avenir de l'Europe, façonner l'avenir numérique de l'Europe. Et je vous rappelle que c'est la 3e conférence organisée par la Hongrie, organisée dans le cadre de la série de conférences le dialogue sur l'avenir de l'Europe qui a été lancée samedi dernier à Strasbourg. Et j'aimerais saluer l'audience présent, également les auditeurs qui nous suivent en ligne. Et j'aimerais également souhaiter les bienvenus de nos conférenciers. Pendant le premier panel, on va parler de la numérisation et souveraineté. On va avoir des conférencières comme Maria Gabriel, commissaire à l'innovation, Anna Paula Zacharias, Judith Varga, ministère de la Justice de la Hongrie, Leonardo Cervera Navas, directeur chez le contrôleur européen de la protection des données, ainsi que Eric Banki, président du comité économique à l'Assemblée nationale de la Hongrie. Et dans les différentes institutions européennes, que ce soit le Conseil, la Commission, le Parlement, nous avons un ordre du jour très chargé sur la question de la numérique, la législation de l'intelligence artificielle, pour en nommer un. Donc, je pense que notre discussion d'aujourd'hui sera une discussion très animée. Et maintenant, j'aimerais m'adresser aux conférenciers. D'abord, j'ai aussi un commentaire technique. Donc, ceux qui nous suivent en ligne, n'oubliez pas d'éteindre vos caméras et d'éteindre vos microphones et seulement les activer quand vous avez la parole. Le premier discours sera livré par Judith Varga, ministre de la Justice, la Hongrie. Elle va parler de la numérisation et la souveraineté du point de vue de la Hongrie. Elle soulignera de la responsabilité des leaders pour assurer une transition numérique sécurisée. Donc, Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Todt. Chers Mesdames et Messieurs, chers secrétaires d'État, chers chefs de comité, chers collègues, je pense que c'est un très bon exemple, une très bonne illustration de la nécessité de parler de la numérisation, vu qu'on a eu besoin plusieurs minutes pour pouvoir lancer cette conférence hybride. Donc, je vous souhaite les bienvenus et je vous remercie de m'avoir invité, commissaire Gabriel, secrétaire d'État Zacharias, monsieur le directeur Navas et président du comité Banki. Aujourd'hui, notre discussion aura lieu dans la présence des représentants de la politique, des sciences et des affaires. Avec les programmes de vaccination massive en cours en Hongrie, j'aimerais qu'à partir de maintenant, nous allons pouvoir continuer notre série de conférences face à face et au moins
actuellement, nous pouvons avoir notre conférence partiellement live et en direct. Et je pense que dans ce bâtiment historique du Parlement européen, se pose également comme une métaphore très illustre, euh, puisque cela nous rappelle non seulement notre passé, mais notre présent et nos responsabilités pour l'avenir. Cette conférence présente une opportunité historique dans cette coopération des nations européennes. C'est notre obligation de transmettre notre héritage euh, pour l'avenir de nos enfants. Dans la deuxième partie du XXe siècle, euh, l'évolution numérique, le développement numérique a commencé et l'invention des ordinateurs et l'Internet ont pavé le chemin pour, non seulement pour les transactions et les échanges, mais également pour les divertissements des citoyens. Comme dans toutes les industries, je pense que il y a des développements qui doivent le suivre sur l'horizon et cela oblige les gouvernements non seulement de commencer des dialogues et des réflexions sur la société et la culture. Et dans ce processus, l'Europe doit s'adresser aux challenges que l'avenir va présenter. Et je pense que il faut toujours assurer que le public, que la sécurité de la public est assurée. Il faut garantir que l'Union européenne numérique servira les citoyens, sera dans le bénéfice des citoyens. Ces actions devront servir une fonction, vu que notre vie sera de plus en plus vécue en ligne. Donc, depuis la création des plateformes, des réseaux sociaux des années 2000, au début, ces réseaux représentaient des opportunités. Ensuite, ils ont entré le discours de santé et sécurité des gens et nous avons pris conscience, enfin tous les citoyens partout dans le monde, on a réalisé le côté risqué, le côté dangereux de ces plateformes, comme c'était le cas des boissons sucrées, par exemple. Beaucoup des utilisateurs ont devenu désenchantés. Les infractions aux données privées étaient de plus en plus courantes. Euh, et également la censure et la limitation de la liberté de la parole s'est présentée également comme des dangers éminents de ces plateformes. C'est pour cette raison que notre rôle est justement d'agir comme des gardiens de la porte, d'assurer que les droits à la vie privée est assurés et que les données les plus sensibles sont bien sauvegardées, bien gardées. J'espère que si on n'arrivera pas de contrôler la technologie, ça sera la technologie qui nous contrôlera. Les citoyens, nous avons confié avec la tâche de protéger leurs intérêts. C'est pour cette raison qu'il faut que nous gardions leurs intérêts devant nos yeux. Et pour ces fins, le ministre de la Justice a conçu des législations justement par rapport à la numérique, justement pour pouvoir garantir la sécurité de ces transactions numériques des données.
la comité de la liberté numérique a créé ce livre blanc justement pour rassembler les principes et les règles qui, par rapport à la taxation, à la protection des données, la loi criminelle, euh, juste pour nommer quelques domaines de priorité de ces réglementations. C'était justement un autre point de vue important qui est survenu, c'est justement comment la liberté et les règlements numériques vont prévaloir dans une période d'urgence. L'environnement en ligne doit être traité d'une manière consciente et sûre. La Hongrie comprend depuis longtemps qu'il faut traiter notre chemin nous-mêmes, qu'il faut euh, qu'on assure notre parcours et en ligne et hors ligne. Et de plus en plus de pays commencent à s'adresser à ces enjeux justement pour réglementer les grandes entreprises technologiques, donc le GAFAM, y inclut la France, l'Allemagne, la Pologne et même l'Union européenne entière. Nous sommes ravis de pouvoir partager les résultats du travail de ce comité sur l'avenir numérique de l'Europe et nous encourageons tous les États membres de contribuer à ce travail, à ces efforts d'assurer la sûreté des citoyens, également de pouvoir façonner notre avenir numérique. On a eu les Digital Service Act et les Digital Market Act, donc deux législations sur les services numériques et sur les marchés numériques que nous venons d'accepter, même si ce n'est qu'en état de brouillon, hein, mais déjà les entités sont en train de travailler assidûment sur les détails de ces législations. Il est inévitable d'avancer sur ce terrain puisque cela contribue à la protection des données fondamentaux, mais si sur le marché, notre marché unique, il est essentiel de pouvoir contourner les différentes efforts et intentions de la compétitivité. L'Union européenne est sur la bonne voie pour atteindre ces buts. Il s'agit d'un terrain où une réponse européenne étroite, stricte, est nécessaire pour pouvoir un peu sécuriser l'équitabilité. Et euh, moi, en tant que ministre de la Justice, j'ai été demandé par mon supérieur d'attendre avec la législation hongroise jusqu'à ce qu'on ait une bonne législation européenne. Mesdames et messieurs, je pense que pour pouvoir faire face aux défis numériques qui nous attendent, il faut qu'on place le citoyen au centre de nos efforts, de notre travail sur les avancements numériques pour garantir le bien-être de nos citoyens, pour répondre à leurs attentes, ainsi que de pouvoir faire face aux défis mondiaux de notre ère numérique. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir des réflexions sur les droits fondamentaux dans une ère numérique. Il faut qu'on fasse partie d'un monde intelligent, smart. C'est justement des aspects qu'on doit prendre en considération, non seulement à un niveau européen, mais à un niveau national. Et
Je pense que la législation sur le monopole des GAFAM, des grandes entreprises technologiques, est indispensable et nécessaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va entendre les points de vue des politiciens, des chercheurs, des hommes et femmes d'affaires prominents et je vous souhaite une conférence fructueuse. Thank you, Madam Minister, for Merci, Madame la Ministre, pour cette ouverture très intéressante. Et j'aimerais également vous remercier d'avoir souligné les aspects divers et variés de la numérisation. Et maintenant, j'aimerais donner sur le champ la parole à notre prochain intervenant et j'aimerais souhaiter la bienvenue à Maria Gabriel, qui est commissaire européenne responsable pour la recherche, l'innovation, l'éducation, culture et la jeunesse et qui va nous parler sur l'agenda numérique et sur les stratégies industrielles en matière d'innovation et éducation numérique en Europe, ce qui est un sujet particulièrement important. Madame la commissaire, prenez la parole virtuellement. Merci, mesdames et messieurs. Un grand bonjour pour vous tous, chère Madame la ministre, mesdames et messieurs. Tout d'abord, j'aimerais remercier le ministère de la Justice hongrois pour avoir organisé cette conférence et pour avoir consacré tous ses efforts à organiser une conférence sur la numérisation. Je pense qu'il est très important de contacter et susciter l'intérêt des décideurs, car notre agenda pourra être avancé uniquement dans cette manière-là. C'est avec les décideurs politiques que nous pouvons construire une voie vers la numérisation en matière d'innovation. Dans ce contexte, le facteur numérique va être certainement la source d'innovation et de transformation technologique. C'est un secteur, pour ainsi dire, c'est un game changer, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui pourra être le levier de tout changement dans plusieurs domaines. C'est pourquoi nous avons besoin d'une transition numérique. Bien qu'il y ait des technologies numériques à la base de cette transmission et transposition, il faut qu'on soit là également capable de relever le défi dans un contexte plus large. Et il faut également que l'Europe soit là pour relever ce défi. C'est pourquoi je me pose la question aujourd'hui, comment l'Europe pourra nous donner plus de pouvoir pour être leader dans ce domaine? Tout d'abord, il faut qu'il y ait un programme d'innovation. Il faut qu'il y ait des agendas. Il faut tout d'abord qu'il y ait suffisamment de financement afin de pouvoir lancer des programmes prestigieux. Et il faut également qu'on soit là capable d'innover dans le deep tech. Donc, grâce à des fonds spécifiques, nous allons pouvoir financer des startups et des entreprises numériques et innovatrices. Il faut absolument que le Fonds européen pour l'innovation soit là pour un composant de sécurité et de garantie très important pour nos entreprises afin de pouvoir construire notamment des programmes prestigieux en matière d'intelligence artificielle. Il faut absolument également être capable de savoir quels sont nos besoins et comment nous pouvons les couvrir. L'Union européenne veut agir en tant que garantie auprès des entreprises. Les PME et les startups peuvent obtenir de ces fonds un financement pour soutenir leurs activités. Ça, c'était pour le premier volet. Et également, nous voulons mettre en place un écosystème en matière d'innovation dans l'espace européen.
Nous avons besoin d'entrelier les innovations diverses et variées afin de créer tout un écosystème d'innovation. Ça va prendre du temps, mais il faut également qu'il y ait financement et de liens. Nous avons un programme de financement, 500 millions d'euros, afin de soutenir ces efforts, notamment pour promouvoir l'innovation, promouvoir les décideurs et également promouvoir le secteur public. Mais ça ne suffira pas. Il faut aller outre. Il faut qu'il y ait encore plus d'instruments. Et puis, il faut qu'il y ait également d'autres acteurs connectés au plan national également. Il faut qu'il y ait des recommandations et de lignes directrices mises à disposition aux États membres. C'est pourquoi nous voulons soutenir les échanges, notamment en matière de régulation et de réglementation en matière d'innovation. Et puis, nous voulons entrelier tous les efforts des États membres. Nous voulons jouer un rôle de catalyseur. Nous voulons être aux côtés des startups également pour vraiment créer cet écosystème et pour jouer ce rôle d'adjuvant. Nous voulons soutenir également des activités transfrontalières pour les startups afin qu'il y ait plus de chances de jouer un rôle international, d'être des champions. Par exemple, en Hongrie, il y a le soutien à des startups en matière de médecine. Donc, il faut alors, par exemple, promouvoir la mise en place des algorithmes et des logiciels spécifiques. Et c'est ce qui est en train de se faire en Hongrie afin de reconnaître, par exemple, les cancers. Et alors, on ne doit pas s'arrêter là. Il faut également que tout le système éducatif en Europe soit en quelque sorte là pour soutenir à long terme cette transition. Donc, c'est pourquoi nous devons mettre en place des campus, par exemple, internationaux, afin de promouvoir même vraiment à la racine de l'éducation ces efforts. C'est pourquoi il y a tout un programme pour les universités européennes pour pouvoir mettre en place, par exemple, des programmes en co-développement pour qu'on puisse upscale en quelque sorte les recherches. Il faut alors que nous supportions plusieurs secteurs, l'entrepreneuriat et le système éducatif. Il faut, par exemple, que les étudiants qui sortent des universités puissent contacter les startups, puissent faire fructifier ce qu'ils apprennent. Et il faut qu'on soit là, alors, de pouvoir interconnecter l'innovation, secteur numérique, éducation, entrepreneuriat. Et puis, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'Institut d'innovation en Europe. C'est très important parce qu'il faut qu'il y ait toute la chaîne de valeur représentée au sein de cette institution. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait niveau 1 et niveau final. Il faut qu'il y ait de nouvelles technologies, des produits partout présents afin que les innovateurs futurs en Europe puissent, par exemple, avoir accès au marché aussi. Il y a 3200 startups qui sont, par exemple, soutenues par 3,3 milliards d'euros de soutien pour l'investissement. Donc, TRIX, en fait, en quelque sorte, c'est quelque chose qui veut être le ciment de toute innovation en matière de technologie numérique en Europe. Il faut qu'il y ait à la base non seulement de très solide base de connaissances technologiques, mais également de gestion en management.
Donc, il faut qu'on soit capable de construire une économie numérisée. C'est pourquoi je suis là à être curieuse, à attendre vos propositions concrètes dans ce domaine. Il faut absolument qu'on réussisse cette transition numérique en Europe pour que l'on puisse renforcer notre rôle économique. Je pense que la décennie à venir, ça va être la décennie numérique en Europe. Merci beaucoup de votre attention. Madame la commissaire, merci beaucoup de cette présentation si intéressante et merci d'avoir souligné l'importance absolue de la continuité d'investissement dans le système éducatif notamment. Comme les deux premiers intervenants ont mis l'accent sur la souveraineté, mais en même temps l'interconnectivité. On voit à quel point ce sujet est complexe. C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir saluer Anna Paula Zacarias du Portugal qui est avec nous et qui va exprimer son opinion sur les programmes les plus importants de la présidence portugaise. Madame le secrétaire d'État, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, chère ministre, Madame la ministre Varga Judith, chers commissaires du Parlement, chers participants de panel et chers participants tout court. Je suis là en ligne avec vous et j'espère vraiment que vous m'entendez bien, que tout se passe bien. Oui, on vous voit, on vous entend. Donc, merci. Ça, c'est très intéressant car je participe à cette conférence sur l'avenir de l'Europe dans un contexte spécifique. On parle de transformation et transition numérique et on parle d'une Union européenne numérique et numérisée. Comme vous savez, nous avons déjà eu une première session à Strasbourg et nous avons vraiment essayé de voir comment les Européens réagissent. Le 17 juin, il y a eu déjà une première réunion avec les citoyens européens. Et en ce qui concerne cette double transition, c'est-à-dire transition verte et transition numérique, c'était là les sujets qui se sont avérés absolument pertinents. Mais il y a également des défis à relever dans ces deux domaines. Et certains citoyens ont déjà posé le sujet de manière très intéressante, notamment comment nous pouvons rendre plus vert le domaine numérique notamment, comment nous pouvons rendre plus durable l'environnement numérique, comment nous pouvons utiliser le domaine numérique afin que le monde devienne plus durable et plus vert. Certaines de ces questions ont été alors déjà posées le 17 juin. Et pour beaucoup de citoyens, c'était des sujets prioritaires, tout pour l'Union européenne, et ces sujets nécessitent un débat large avec nos citoyens. Ce sont alors des sujets que j'aimerais vraiment discuter avec vous, comme ça se fait d'ailleurs avec plusieurs gouvernements déjà. Il y a des défis à relever, bien évidemment, quand on parle de transition numérique. La transition numérique peut être le levier, le moteur pour l'économie. Ça peut vraiment faire de sorte qu'il y ait plus de croissance. Et comme nous avons déjà dit, la pandémie a accéléré la numérisation en Europe. Il y a de plus en plus
d'utilisation numérique et nous pouvons vraiment aider également nos citoyens d'avoir une meilleure qualité de vie. Il faut absolument donc, il faut qu'il y ait également tout un marché au sein de l'Union européenne, accessible à nos citoyens. Donc, OK, il y a des services publics. Heureusement, nous avions des services publics et on a pu passer en numérique. Grâce à cela, nous avons pu gérer mieux la pandémie. Mais nous avons besoin des services publics plus innovateurs et en matière de justice, d'éducation, on a vu à quel point c'était une nécessité et ce sont d'ailleurs des éléments fort importants. Madame la commissaire Gabrielle a parlé. We have a little technical problem. Madame, nous avons un petit problème de connexion avec vous. Un petit aide technique, s'il vous plaît. Votre connexion, peut-être, ça doit être réactualisé. Est-ce que vous pourrez essayer? Please continue now, Madam State Secretary. Now it's perfect. Oui, ça va très bien. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup. J'étais en train de parler des besoins de l'appartenance du marché unique. Et il faut alors que notre administration publique soit également numérisée et accessible aux citoyens en matière d'éducation, notamment. Mais il faut qu'il y ait également les services financiers disponibles, tout aussi bien que la justice disponible. Là, nous avons besoin encore plus d'innovation. Il y a eu des processus innovateurs qui se sont mis en place en Europe afin d'employer de nouvelles technologies. Mais, et ça c'est un autre point, nous avons besoin de plus d'autonomie. Par exemple, il faut qu'on soit plus attentif concernant envers les PME et des micro-entreprises et nous devons nous assurer que ces PME et micro-entreprises profitent de la numérisation. Dans le même temps, nous savons que ce processus nous expose nos vulnérabilités. Nous avons alors besoin de prendre en charge les sujets comme fraude numérique et il faut absolument pouvoir construire un écosystème avec plus de cybersécurité. Il y a beaucoup de menaces auxquelles nous devons faire face. Alors, nous devons nous assurer que notre écosystème pourra être plus autonome et plus indépendante. Notamment, il faut que l'Union européenne soit autonome en matière numérique. Nous devons réfléchir alors et débattre alors sur les comment de cette autonomie. Et la présidence européenne nous a donné la possibilité de débattre longuement et de discuter longuement sur l'agenda numérique. C'est en particulier très important en matière de compétences numériques, notamment comment nous pouvons éduquer nos jeunes, mais également les populations plus âgées de devenir plus numérisées. Nous avons besoin alors
d'éduquer nos citoyens dans ce domaine. Il faut renforcer notre autonomie numérique alors. Il faut qu'on ait plus de connectivité globalement parlant. Donc, on a besoin de satellites, nous avons besoin de câbles et je pourrais vraiment énumérer encore ce dont nous avons besoin. Et pendant la présidence tournante, nous avons réussi à discuter sur de nombreux sujets. Par exemple aussi, comment connecter l'Europe euh, à, à l'Amérique latine. Il faut également créer une identité numérique sécurisée. C'est également un élément absolument important pour nos citoyens. Pendant notre présidence, alors, nous avons mis l'accent sur le renforcement de l'entrepreneuriat numérisé et nous avons émis une déclaration, nous avons émis les standards pour les startups en Europe. C'est vraiment important, absolument important alors de pouvoir soutenir des startups et des PME, même nouvellement lancées au sein de l'Union européenne. Mais il faut également qu'on pose la question de l'importance des droits, c'est-à-dire il faut qu'on ait des droits numériques. C'est une nouvelle dimension de l'écosystème numérique. Donc, il y a des valeurs démocratiques, des droits démocratiques, droits citoyens qui doivent être liés à cette identité numérique afin de rendre le monde numérique plus compétitif. Donc, pour résumer mes pensées sur la numérisation, nous avons besoin d'une transformation numérique qui assure la souveraineté numérique et qui garantit l'autonomie numérique envers les pays tierces. Au cours de cette transformation, il faut que nous nous concentrons sur des gens, sur les citoyens. Il faut investir dans nos gens, dans l'éducation numérique. Et il est important de pouvoir garantir et défendre les droits de nos citoyens pour qu'ils puissent entrer ce monde, cet environnement numérique d'une manière protégée. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on identifie des technologies clés et de trouver des feuilles de route appropriées, pertinentes, qui nous accompagnent sur ce chemin de numérisation pour pouvoir faire la numérisation d'une manière indépendante. Il faut également continuer d'approfondir nos marchés intérieurs. Il faut garantir que les données que nous échangeons sont protégées. Et finalement, enfin, j'aimerais finir avec cette pensée que nous devons protéger, défendre le multilatéralisme, les partenariats avec les différentes régions mondiales à la recherche de nos valeurs partagées. euh, pour que ce monde numérique se construise, se façonne avec l'être humain au centre. C'est l'intérêt de nous tous et toutes. Et c'est par ceci que nous pouvons atteindre nos objectifs de durabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons vu les défis que notre ordre du jour numérique présente et merci Madame la secrétaire d'État de votre présentation et également de votre travail acharné avec la présidence portugaise. Et je remercie également le point sur
ce que vous avez fait sur la question d'approfondissement des droits fondamentaux. Maintenant, le prochain intervenant, Leonardo Cervera Navas, le directeur chez le contrôleur européen de la protection des données, et il va parler de la souveraineté numérique ainsi que la convergence mondiale des standards et le flux de données mondial. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence, moi, en représentant le contrôleur européen de la protection des données. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc permettez-moi de commencer mon discours. J'ai quelques messages à transmettre. Premier message est très simple. La souveraineté numérique ne veut pas dire protectionnisme numérique. La souveraineté, quand on dit souveraineté, on parle des alternatives, d'avoir des choix. Pour cette raison, pour être souveraine numériquement, de notre avis, est de pouvoir définir nos propres règles, de connaître des choix autonomes en numérique et d'avoir des infrastructures numériques à notre gré. Deuxième message, que la souveraineté numérique ne veut pas dire, en tout cas pas en tout cas, de garder tout au sein de l'Union européenne, puisque l'Union européenne ne peut pas garantir, nous protéger de tout du monde. Et notre histoire montre, notre histoire numérique montre que nous n'étions pas toujours les plus efficaces, pour ainsi dire. Troisièmement, j'aimerais parler du leadership des valeurs numériques. Il faut qu'on soit non seulement stratégiquement autonome dans nos choix numériques, mais également de pouvoir inspirer et promouvoir les valeurs, les mêmes valeurs partout dans le monde. Nous croyons que le contrôleur de protection de données, donc là où les données sont stockées, pourront avoir des contrôles sur la façon de laquelle nous manions, nous traitons ces données nous-mêmes. Donc, c'est pour cette raison que dans des entités européennes, nous leur avons proposé que de transférer, de vérifier le stockage de data dans des pays tiers. C'est pour cette raison que nous avons lancé des investigations, des enquêtes sur ce sujet plusieurs fois dans le passé. Maintenant, en passant en terrain international de la protection de données, plus de 40 ans après d'avoir accepté le OCDE, les lignes directrices de l'OCDE, nous avons cette convention de 108 plus, selon lequel n'importe quel pays peut se joindre à cette convention et déjà de nombreux pays l'ont signée. Cette convention internationale, avoir une entente internationale, ça nous permet d'avoir une force, par exemple, qui nous a aidé de lever le bouclier de vie privée dans le passé, même dans la Cour de justice européenne. C'est un outil très utile dans le transfert de données et surtout dans le RGPD. Nous pensons que les États-Unis et l'Union européenne travaillent beaucoup sur cette relation transatlantique et nous avons besoin des solutions robustes et stables et importantes justement pour pouvoir éviter
une éventualité tragique, la loi fédérale américaine sur la vie privée pourrait nous approcher sur cette question de transfert de données dans des pays tiers avec les États-Unis. Donc, la localisation des données ne devrait pas être notre objectif toute seule, mais les autorités sur la protection des données souhaitent pour l'Union européenne d'avoir des politiques pertinentes et appropriées, de pouvoir garantir l'existence de l'infrastructure numérique nécessaire. Donc, le flux de données, le transfert de données aux États-Unis ou à des pays tiers doivent être bien contrôlés par nous. Et c'est pour cette raison, aux EDPS, aux contrôleurs européens de protection de données, nous vérifions non seulement cette transaction avec les pays tiers, mais nous essayons de garantir également de mettre en place, mettre en vigueur la souveraineté numérique dans chacun de nos États membres. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le directeur Cervera Navas, pour cette présentation très importante. Il est important de voir l'activité de l'Union européenne en matière de protection de données. Et dernièrement, je voudrais souhaiter le bienvenu à Eric Banki, président du comité économique de l'Assemblée nationale de la Hongrie. Monsieur Banki présentera sur la numérisation et les conclusions tirées du COVID-19. C'est un sujet très actuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je m'excuse pour ma voix un peu cassée. Ce n'est pas uniquement pour avoir soutenu l'équipe hongroise, mais également c'est une question de la saison d'allergie, donc je m'excuse pour ma voix. Donc les crises de notre décennie, après avoir rétabli de la crise économique de 2008, nous mettent au défi un défi de la numérisation qui peut présenter la question clé, l'enjeu essentiel de notre avenir. Si on peut justement attraper, faire valoir cette opportunité de numérisation, cela peut non seulement nous fournir l'occasion les pays qui arrivent à construire une législation, des règles économiques, une structure économique qui peut bénéficier de cette numérisation, vont devenir des gagnants. Je pense que les questions de protection de données, je pense effectivement que la question de la protection des vies privées est une question essentielle. Je suis d'accord avec Madame la commissaire Maria Gabriel qu'il est important de favoriser l'éducation et les employés dans cette ère numérique, les entreprises petites et moyennes entreprises. En Hongrie aussi, c'est près de 3/4 des agents économiques et commerciaux qui sont représentés. En Hongrie, nous menons une consultation réussite avec les citoyens hongroises, une consultation nationale depuis 2010. Le gouvernement demande l'avis des citoyens sur chaque question qui affecte leur vie personnelle.
je vous dis que c'est un processus très réussi. On a eu des consultations nationales avec une participation de plus de 2 millions de citoyens qui nous ont donné un retour d'information de leurs avis en ligne ou par courrier. La consultation européenne, enfin la numérisation européenne ne peut être réussite que si elle est basée sur des piliers très stables. Et je pense que sans l'inclusion des citoyens, l'avis et le point de vue des citoyens, cela ne peut pas être accompli ou exécuté. Nous, en tant qu'État membre hongrois, nous ne voulons pas seulement être dans un rôle d'observateur, mais également de prendre une partie plus active à la conférence au cours des semaines prochaines et des consultations. Nous allons essayer de faire ceci. Et depuis des années, nous avons vu que le rôle économique de l'Union européenne sur la scène mondiale, comment ça change dans le contexte des États-Unis et de la Chine. Et je pense que notre rôle de leader peut être réacquis seulement si nous pouvons un peu renforcer notre économie européenne un peu affaiblissant et pouvons vraiment faire ce saut géant en matière de numérisation. Je pense que notre activité d'administration publique et la numérisation de ces activités est très important et la Hongrie y consacre beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Je suis convaincue que pour la réussite de l'économie européenne et pour notre compétitivité mondiale, pour renforcer notre compétitivité, il faut établir non seulement une économie numérique efficace, mais également d'y inclure des garanties efficaces pour que cette structure, ce mécanisme peut être bien contrôlé. Je pense que l'intelligence artificielle présente un des éléments les plus importants de ce processus. C'est pour cette raison que nous sommes pour l'approche centrée sur l'être humain de cette technologie de l'intelligence artificielle, puisque à part les bénéfices évidents, il y a également des dangers qui se posent avec cette technologie. Pour la pandémie de COVID-19, a résulté dans l'accélération de la numérisation et l'augmentation de e-commerce. Je pense que les consommateurs des Hongrois également que de chaque citoyen européen, nous avons vu un shift, nous avons vu que ça devient de plus en plus important. En 2010, 9 de 14%, en 2020 a augmenté de plus de 17%, cette tendance. Les entreprises qui ont pu s'adapter à cette numérisation ont contribué au rétablissement économique de cette crise économique due à la crise sanitaire. Je pense que cette tendance continuera dans l'avenir et l'accélération, numérisation aura une influence importante sur notre économie européenne. Notre compétitivité dans ce contexte est une clé, l'enjeu essentiel. Les résultats de développement de recherche sont à notre disposition dans nos États membres et d'en profiter peut nous bénéficier fortement. Je pense qu'il y a des éléments, des agents du marché qui sont malheureusement des perdants de cette tendance, puisque
nous voyons que dans l'Union européenne en accélération et dans l'e-commerce en accélération, nous voyons que l'écart numérique s'est agrandi, s'est élargi. C'est pour cette raison que la formation, l'éducation sur des médias numériques et en augmentant notre capacité d'éducation et l'inclusion des différentes couches sociales et les entreprises, les différentes entreprises, il est important de les inclure justement pour garantir leur participation dans ce processus. Au cours du relancement de l'économie européenne, nous aurons à avoir une mission de taille. Il faut que nous redéfinissions toute l'économie européenne sur des bases de numérisation. Cette pandémie de COVID-19 nous a bel et bien démontré à quel point l'Europe était vulnérable. Pour la Hongrie, et j'estime qu'également pour l'Union européenne, il est très important d'être autonome. Il faut transformer nos économies pour que dans les domaines de la santé, dans les technologies de production et développement de technologies de production, nous puissions produire suffisamment de produits pour qu'on puisse vraiment être autosuffisant, même s'il y a de grands problèmes et entraves dans les transports au niveau global. D'ailleurs, cette pandémie a créé une situation dans laquelle les assemblées nationales devaient également faire face notamment à des besoins de développement en matière numérique. D'ailleurs, ce qui se pose comme question, c'est d'inclure les citoyens directement dans les prises de décision afin de renforcer d'ailleurs la démocratie. Quand on consulte la population de manière directe, et c'est ce que nous avons vu d'ailleurs ici en Hongrie, nous avons alors la possibilité de connaître mieux l'opinion de nos citoyens. Nous pouvons alors inclure des couches sociales plus larges, ce qui est bon pour les pays, bon pour les assemblées nationales et pour la démocratie. En ce qui concerne la pratique hongroise, alors, l'Assemblée nationale hongroise a continué à travailler. Nous avons notamment participé à 435 réunions de conseil et nous avons voté 1053 fois. Oui, mesdames et messieurs, nous aurions pu avoir la possibilité normalement de représenter nos citoyens de manière virtuelle, mais en fait, notre Constitution veut qu'il y ait une participation directe des députés. Et je pense que nous pouvons être fiers, et je suis fière de mes collègues députés parce que nous avons pu assurer la continuité de la législation et du contrôle législatif tout au long de la pandémie. D'ailleurs, déjà en 2014, nous avons lancé les bases et depuis 2017, nous avons en place une application de gestion de processus, de procédures qui est apte notamment à gérer les requêtes. Autant que je sache, c'est notre Assemblée nationale, la seule au monde disposant de ce niveau de numérisation. D'ailleurs, nous avons obtenu la certification de meilleure pratique pour cette application. Mesdames et messieurs, la pandémie nous a également obligés de voir dans une autre optique nos relations internationales. D'ailleurs, on a organisé le 10 janvier 2020 une grande conférence en ligne. Les présidents d'assemblée, d'ailleurs, aimeraient renforcer la
possibilité d'entretenir et rendre plus facile les échanges grâce à des visioconférences. Il faut que les assemblées soient également là afin de pouvoir garantir l'application des lois en matière de protection de droits numériques. D'ailleurs, pendant la pandémie, nous avons vu une augmentation très importante d'affaires dites en ligne. Oui, mais il faut dire que, OK, les visioconférences, ça nous a facilité la tâche pendant la pandémie, mais ne sont pas du tout aptes à remplacer le contact humain. Et alors, de ma part, moi, j'attends impatiemment de pouvoir recontacter physiquement, personnellement mes collègues députés. Les députés doivent rencontrer personnellement et directement avec les citoyens et avec les partenaires qui pourraient les aider à prendre et à appliquer les meilleures pratiques qui sont les garants de l'amélioration de la pratique législative, non simplement en Hongrie, mais dans tous les États membres européens. Moi, personnellement, je suis confiant que cette conférence puisse également contribuer à ces efforts. J'espère que là, pendant la pandémie, nous avons vu l'accélération des processus numériques et peut-être nous allons avoir un nouveau départ avec de nouveaux outils. Nous allons pouvoir être plus efficaces, notamment en matière économique également. Moi, je suis très confiante dans un meilleur avenir pour l'Europe. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Eric Banki. Je pense qu'il était très important qu'il faut voir qu'on peut être dans des conseils, instituts, gouvernements, parlements. Il faut connaître des objectifs communs afin que l'Union européenne devienne un acteur global dans le domaine numérique. Merci d'avoir souligné cette question. Nous nous approchons à la fin de notre première session, mais avant de clore la première session, nous avons rendu possible à nos citoyens d'envoyer des questions sur Twitter à nos intervenants. Nous avons regroupé ces questions et j'aimerais demander à nos intervenants de bien vouloir répondre à ces questions. La première question a été adressée à notre ministre de la Justice, Judith Varga. La question est la suivante. Comment vous voyez le travail à venir dans le Conseil relatif de la liberté numérique? Alors, comment les efforts européens marchent en cette matière? Oui, tout de suite, oui, merci. Merci beaucoup. Le comité de liberté économique a été établi l'année passée. Et pourquoi? Pourquoi nous avons mis en avant cette question? La raison, c'était en fait des questions, soucis et problèmes relevés par nos citoyens. Nous avons un site web et d'ailleurs, pour ce comité, le site web est un outil très important de travail. Nous avons alors essayé de formater le problème, c'est-à-dire nous avons essayé de voir quelles pouvaient être les questions les plus importantes à relever. Et puis, dans notre travail quotidien, oui, nous rencontrons plusieurs aspects de cette existence désormais souvent numérique. Dans le monde numérique, reflète le monde hors ligne, bien sûr, mais la connexion géographique, le champ,
les compétences, les autorités, la souveraineté, ce sont des questions qui sont challengées. Alors, il faut vraiment voir également quelle est l'optique et la perspective des géants de tech et les GAFAM. Et puis, c'était très intéressant ce que nous avions fait. Nous avons collectionné des données authentiques. Nous avons suivi la législation européenne. Donc, d'abord, il y a le livre vert après le livre blanc. C'est ce qu'on a adopté comme méthode. Et puis, nous avons été bien évidemment en contact direct avec les autorités de contrôle. Et alors, nous avons publié notre travail en ce qui concerne les résultats. Alors, nous voulons vraiment proposer une législation hongroise, mais nous voyons qu'il y a un travail parallèle mené en Europe. Alors, nous voulons absolument voir ce qui se passe au niveau européen, mais grâce à la coopération avec des professeurs de droit comparé, nous voulons également voir ce qui se passe dans d'autres pays. Mais il y a beaucoup de domaines, par exemple, protection des enfants, droit pénal, etc., où nous menons ce travail. Alors, nous utilisons le livre blanc comme une contribution au débat européen. Nous sommes également à cette table en tant qu'un des intervenants. Il y a des recommandations, notamment comment nous pouvons gérer la question de la prise de parole et liberté de la prise de parole sur le net. Donc, en fait, oui, il est également très important de voir que quand nous sommes dans un espace numérique, il ne s'agit plus de 10 millions de personnes, mais de 500 millions de personnes. Et ça, c'est bien plus important. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question posée Madame Zacharias. Étant donné qu'il y a une nature horizontale de votre travail, selon vous, quels sont les plus grands résultats de la présidence portugaise et comment vous voyez votre rôle après la présidence? En ce qui concerne la transition pour une période post-présidentielle, eh ben, ça va être un grand soulagement. Je pense qu'il serait vraiment très bon de saluer mes collègues slovènes qui pourront reprendre le relais. Donc, en fait, chaque État membre pourra toujours vraiment faire de sorte qu'il y ait de nouveaux leviers, nouveaux moteurs mis en place dans les débats et des discussions. Pour nous, je pense qu'il y a 5 grands dossiers vraiment très importants à notre point de vue. Le premier dossier, c'était à Porto, le sommet social. Avec le plus grand intérêt, j'ai suivi ce que le député Banchieric vient de dire, qu'il y a des conséquences sociales de la transition numérique qu'il ne faut pas oublier. Donc, nous avons également alors la nécessité d'éduquer les jeunes gens et les personnes plus âgées aussi afin qu'ils ne soient pas exclus de ce processus. De nouveau, nous avons un problème technique. Transition. Il y a d'autres éléments qui sont également très importants.
Again, we have a little technical Petit problem. problème technique. Nous attendons qu'il y ait de nouveau une connexion rétablie. Nous ne vous entendons plus, Madame la secrétaire d'État. Now we can see how challenging is the Nous pouvons voir à quel point il y a des défis relatifs à l'agenda numérique. Nous devons encore travailler beaucoup sur la connectivité, mais également sur de nombreux autres aspects. Donc, nous allons réinitialiser la connexion. the situation is the same. Okay. So we have lost the connection with Nous avons Madam State Secretary. perdu, Madame la secrétaire d'État, nous l'avons perdu Yes. dans l'espace numérique. Okay. So I will continue with the Donc, je vais continuer avec la question prochaine et peut-être on va pouvoir revenir après la reconnexion. Donc, la troisième question vient d'un groupe de business et c'est M. Cervera Navas qui est la personne à qui on veut savoir comment nous pouvons garantir la protection des données pendant la transition numérique et quelles sont les étapes les plus importantes pour un environnement numérique sécurisé. Merci beaucoup de cette question. Tout d'abord, j'aimerais du fond du cœur féliciter Madame Varga, ministre de la Justice, d'avoir vraiment organisé ce panel. Il y a eu beaucoup de messages très intéressants et très importants. Alors, comment garantir la sécurité des données pendant la transition numérique? Eh bien, c'est un des sujets dans lequel l'Union européenne performe très bien. Je ne peux pas dire que ce soit parfait, mais c'est très bien. Tout d'abord, il faut défendre les droits fondamentaux et la sécurité en matière de données numériques. Je pense que c'est une bonne voie. L'article en 2016, nous avons réussi à adopter une législation vraiment très haut standard et très forte, c'est le fameux GDPR. Et c'est appliqué dans tous les États membres. C'était, je pense, que l'étape la plus importante, RGPD. Et puis, par la suite, nous avons réussi à vraiment convaincre beaucoup d'États dans le monde de rejoindre ce club de RGPD. Ce n'est pas encore fini, mais c'est en bonne voie. Donc, il y a de plus en plus de législation déjà adoptée ou en voie d'adoption dans ce domaine. Et là, l'Europe joue un rôle de levier. Plus récemment, en 2020, la Commission européenne a lancé une stratégie afin de former, façonner l'avenir numérique de l'Europe. Et ça se base sur 3 piliers pour qu'il y ait des technologies qui marchent pour tous les citoyens. Et il faut qu'il y ait de la possibilité de protéger les citoyens de la menace numérique. Il faut qu'il y ait vraiment la question de responsabilité des plateformes en ligne posée. Nous travaillons également sur des sociétés numériquement ouvertes parce que pour 2020, on veut que l'Europe soit neutre en matière d'émissions énergétiques. Nous voulons également
créer un système européen pour la recherche en matière de santé. Donc, il y a certains domaines dans lesquels l'Europe performe très bien et notamment en matière de protection des données, l'Europe est forte. Et je pense que nous devons continuer en si bon chemin, nous ne devons pas nous arrêter. Et il faut qu'on pousse plus en avant cette protection. Il faut qu'on soit capable de défendre, et cela fortement, nos valeurs. Ce sont les valeurs numériques. Merci beaucoup, Monsieur le directeur, pour votre réponse. On the screen. Je vois sur l'écran que Madame la secrétaire d'État est de retour, donc je voudrais rendre la parole à Madame Zakariash. Merci beaucoup. Tout à fait. Nous avons besoin d'une connectivité, une meilleure connectivité partout en Europe. Donc, c'était un travail que nous avons accompli pendant notre présidence. J'ai déjà mentionné quelques éléments de ce travail. Nous avons eu des débats, de longs débats. On a eu des dossiers sur ces législations sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques, sur les réglementations roaming, sur le transfert de données, protection de données, etc. Donc, ces enjeux, ces questions faisaient partie de notre agenda, de notre ordre du jour de la présidence portugaise. Et nous avons eu la première rencontre des ministres de l'administration publique pendant notre présidence et je pense que c'est un acquis important. Nous avons pu de parler des nouvelles questions sur la numérisation. On a eu également des avances en e-justice, e-santé. Donc, je suis très fière que pendant notre présidence, nous avons pu présenter, déposer ces propositions pour intégrer dans le cadre de l'Union européenne, le cadre de numérisation de l'Union européenne. Et je pense que c'était un pas géant que nous avons accompli et que pour la nouvelle génération, la prochaine génération de l'Union européenne, pour le rétablissement et le renforcement de la résilience de notre Union peut ainsi être plus efficace pour les années à venir. Nous avons mentionné l'innovation, numérisation, durabilité, ainsi que avec la prise en considération de l'aspect social et que notre union peut devenir plus verte, plus numérique et plus juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la secrétaire d'État, et permettez-moi de prendre l'occasion de féliciter la présidence portugaise et également de souhaiter de bon travail pour la prochaine présidence à partir du mois prochain. Et maintenant, il y a une question à Monsieur Banki. En quel moyen les parlements nationaux soutenir la question de numérisation? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais vous joindre, Monsieur le directeur, Monsieur Cervera Navas, et en félicitant et en remerciant Madame la ministre d'avoir organisé cette conférence et de pouvoir se réunir pour parler de ces questions tellement importantes. Donc, je pense que votre travail de ce que vous faites dans votre travail prouve bien, pour citer Rabal, qui dit que le monde est de plus en plus joli, pas parce qu'il l'est, mais parce que je le vois comme tel, en traduction libre. Donc, pour répondre à la question, il y a la stratégie de numérisation nationale qu'on veut accepter dans le Parlement hongrois qui
conformité en ligne avec les législations européennes. Il s'agit de technologies 5G, cybersécurité, protection des données, transfert de données seront parmi les thèmes couverts de cette législation, ainsi que le développement, la continuation des développements d'amélioration des mesures déjà prises en matière de numérisation. Dans le 4e pilier, nous avons établi la numérisation du sphère publique cette année, nous avons pris un grand pas dans la bonne direction par la législation hongroise parce que nous avons établi un système de législation qui, à partir des décisions prises à niveau municipal jusqu'au plus haut niveau, aux décisions parlementaires, seront rendues accessibles les informations qui garantissent que les municipalités, les entreprises, les entités d'État gouvernemental et des personnes, des individus privés puissent avoir accès à ces informations le plus vite possible. Donc, je pense que ensuite, il y a le Parlex, qui est un système numérique mis en ligne depuis 2017, on l'utilise, qui permet également, qui facilite l'accès à certaines informations dans l'administration publique. Je pense que ce processus avec cette décision que nous venons de prendre est ainsi accomplie et terminée. Donc, je pense que le Parlement et le gouvernement hongrois essaye de contribuer, de fournir le plus d'assistance, d'aide à cette transition numérique. Et nous allons continuer de faire ainsi. Merci pour votre réponse et ainsi, nous pouvons conclure notre premier panel. J'aimerais remercier pour votre participation et j'aimerais également remercier nos intervenants pour leur présentation excellente et intéressante. Je pense que ces présentations que nous venons d'entendre ont contribué toutes à la compréhension, pour qu'on comprenne mieux cette question de numérisation. J'ai une dernière question. Ce que Madame la ministre a dit au début, qu'il ne faut jamais oublier qu'on doit bâtir une Union européenne numérique qui travaille pour les bénéfices, pour bénéficier le citoyen. Donc, je pense que c'est une conclusion essentielle de notre panel, que le citoyen est au centre de toute cette transition numérique. On va prendre une petite pause de café et ensuite on va retourner pour le deuxième panel sur la numérisation et les entreprises. Donc, numérisation et entreprises, l'avenir de la compétitivité européenne. J'espère que jusqu'ici, vous appréciez bien notre conférence et à tous nos participants en ligne, je vous prie pour votre patience. On sera de retour dans peu de temps.